Bon, je m'appelle Joseph Romilleux, je suis professeur à l'Université Lyon 1, tout au moins j'étais, puisque jusqu'à l'an dernier, après avoir pris ma retraite officielle, j'étais professeur émérite à l'Université Lyon 1, rattaché à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, qui est devenu l'Institut des deux infinis de Lyon tout à fait récemment. Alors, vu mon âge, je suis obligé de remonter au-delà de 30 ans, puisque ça fait 58 ans que j'ai commencé mes recherches dans un domaine qu'on appelle l'interaction particules-matière. Un domaine qui a été fortement étudié expérimentalement au moment de la mise au point des réacteurs nucléaires, des bombes atomiques et des technologies médicales où on utilisait des radioéléments. Il y a eu des tabulations internationales de toutes les grandeurs qui traduisent le ralentissement d'une particule chargée dans de la matière. Et quand j'ai commencé mes travaux, il y avait une publication de 1948 de Niels Bohr, le physicien danois qui avait inventé la mécanique quantique de l'atome, qui était intitulée « Pénétration des particules chargées dans la matière », dans laquelle il y avait toute une base théorique dont les implications n'avaient pas en fait été investiguées à cette époque. Et j'ai, dès le début, pour ma thèse, travaillé sur une situation un peu particulière. C'était la pénétration des ions dans un cristal aligné, ce qu'avait pas prévu Bohr. Les théories prévoyaient qu'il n'y aurait aucun effet particulier tel que la diffraction des rayons X. Et en fait, il s'est passé des effets tout à fait spectaculaires qu'on a appelés les effets de channeling, de canalisation. Et Bohr, par exemple, avait prévu une chose que personne n'avait pu voir, c'est que si une particule se ralentit dans de la matière, c'est qu'elle crée une vague dans la mer des électrons de cette matière. Et cette vague, nous l'avons non seulement vue, mais nous avons pu arriver à trouver des particules qui surfaient sur cette vague. Et on a très bien vu des particules qui sortaient de nos cibles avec la vitesse exacte de la vague. Et ceci a été une preuve qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la théorie de Bohr. Théorie de Bohr qu'on a poussée à ses extrêmes avec des particules très très rapides. Alors pour avoir des particules très rapides qui vont presque à la vitesse de la lumière, le plus facile c'est de prendre des électrons, soit positifs, soit des anti-électrons, des positrons. Et on a pu faire ça auprès d'un accélérateur de Saclay qui était à 100 électronvolts, méga-électronvolts. Les électrons vont déjà presque à la vitesse de la lumière. Et on a pu aller beaucoup plus loin au CERN, où on avait des faisceaux de 400 giga-électronvolts, où on a pu tester, au-delà de la théorie de la pénétration, les théories que les Russes avaient calculées une vingtaine d'années plus tôt sur ce que devenait une particule quand elle était plongée dans des champs électriques ou magnétiques ultra forts. Et on a vu que les prédictions des théoriciens étaient bonnes. Et puis, en 2000, on a pris un virage définitif en s'intéressant à l'interaction des particules avec la matière vivante, en utilisant tout ce qu'on avait appris dans les années précédentes. Et on a vite réalisé que si on était capable d'injecter, de faire pénétrer des ions lourds dans une tumeur cancéreuse, on arrivait à tuer les cellules cancéreuses avec une efficacité de 100%, et qu'on arrivait, par cette technologie, à préserver au maximum les cellules saines qui étaient environnantes. C'est ce qu'on appelle la hadron-thérapie, c'est-à-dire la thérapie avec des ions lourds, un projet qui, malheureusement, n'a pas pu se concrétiser à Lyon avec la construction d'un centre d'hadron-thérapie pour soigner des patients, mais qui a été à l'origine de recherches sur cette thématique qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il faut dire que quelque chose qui a été important dans ma formation, c'est que
j'avais une formation d'ingénieur et qu'à l'issue de cette formation, j'étais extrêmement attiré par toutes les technologies du nucléaire qui explosaient complètement à cette époque. C'était une époque où tout semblait possible, tout se développait très vite. Et en particulier, j'étais très admiratif de la technologie des réacteurs nucléaires. Et dès la dernière année de mon école, je n'avais pas de doute, je voulais travailler dans l'énergie nucléaire. Alors, je suis allé voir EDF. À l'époque, on trouvait du travail en 5 minutes. EDF m'a dit qu'il était très intéressé par ma candidature, mais que, en fait, ils avaient besoin à cette époque de gens qui aient la double formation, ingénieur et docteur. Donc ils m'ont conseillé d'aller faire une thèse et de revenir pour participer aux recherches sur le développement de nouvelles filières de réacteurs nucléaires. C'est ce que j'ai fait. Ils m'avaient trouvé un patron de thèse à l'Institut de physique nucléaire. J'ai fait ma thèse. Et à l'issue de ma thèse, je suis retourné les voir en leur disant « Écoutez, je suis passionné par la recherche universitaire ». Et ils m'ont dit qu'ils comprenaient très bien. Et je suis resté d'ailleurs très en rapport avec eux, et pour la formation, et ils m'ont pris beaucoup de stagiaires en particulier. Ensuite, j'ai eu la chance de faire un séjour postdoctoral à Chicago, dans un excellent laboratoire national. Et quand je suis revenu à Lyon, je peux dire que j'ai aussi eu la chance qu'on m'offre un poste d'enseignant-chercheur. Alors, je voudrais insister sur le fait que je pense que le fait d'être chercheur et d'être aussi chargé d'enseignement, c'est un plus absolument formidable. Moi, j'ai découvert que j'étais passionné par l'enseignement. Bon, c'était peut-être un nativisme, puisque mon père était prof de maths. J'ai découvert que quand vous êtes dans un amphi et que vous expliquez quelque chose de compliqué, parce que la physique c'est compliqué, et que vous pouvez lire dans les yeux des étudiants que votre argumentation vient de passer, c'est un plaisir absolument extraordinaire, c'est un contact direct de cerveau à cerveau, que je ne comprends pas bien d'ailleurs, mais qui fonctionne. Et donc, j'ai beaucoup apprécié d'avoir à faire de l'enseignement. Je pense que ça a deux avantages dans la carrière d'un chercheur. C'est que d'abord, ça vous force à approfondir théoriquement les concepts que vous utilisez tous les jours, parce que une chose que vous avez bien compris, c'est une chose que vous êtes capable d'expliquer et que les gens comprennent. Ce n'est pas quelque chose de livresque ou de purement intellectuel. Et puis la deuxième chose, j'ai découvert que c'est une ouverture sur les disciplines voisines extraordinaires, parce que quand vous êtes professeur de physique, l'université vous demande de pouvoir enseigner tous les domaines de la physique, et il y en a qui sont parfois très éloignés de celui dans lequel vous travaillez. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent compromis d'être à la fois un chercheur et un enseignant, bien que, quand on fait des recherches expérimentales comme j'en ai fait toute ma vie, être capable de s'organiser pour avoir des semaines d'expérience dans tous les coins du monde, ce n'est pas toujours facile, et ça nécessite de créer une équipe d'enseignants qui est capable d'absorber ces choses-là. Dans le domaine de la dronothérapie, ce que je peux constater par rapport aux premières années où nous avons lancé ce thème à Lyon, c'est que maintenant il y a une collaboration très très efficace qui s'est établie entre 3 domaines de recherche qui sont la physique, où on trouve les gens qui sont capables de comprendre les problèmes d'accélération de particules, de ralentissement de particules et de détection des particules, ce qui est un problème très compliqué dans la dronothérapie. Donc ce sont les physiciens d'un côté, de l'autre côté les biologistes qui eux sont capables de manipuler des cellules saines, des cellules cancéreuses, de produire des souches à la disposition des physiciens et d'analyser l'état des cellules après qu'elles aient été irradiées. Et puis la troisième composante très importante, évidemment, c'est le médecin, c'est le cancérologue, qui lui est capable d'intégrer ce type de thérapie dans le corps entier, dans la réponse de l'homme dans son entier, ce qui est infiniment compliqué. Alors, ce qui me semble maintenant
une avancée majeure, c'est les capacités de simulation. La capacité de simulation de où va un ion qu'on injecte pour traiter une tumeur, qu'est-ce qui produit comme effet secondaire, quelles sont les particules qu'on va pouvoir détecter pour localiser où cet ion s'est arrêté. Et ces simulations, actuellement, elles profitent de leur contact très étroit avec le domaine de la physique des particules, en ce sens que les gens qui font des simulations dans notre domaine ont maintenant implémenté et amélioré tous les grands codes de calcul que les physiciens des particules développent depuis des dizaines d'années, en particulier un code qui est très célèbre, qui est Géant 4, qui a été mis au point par le monde entier, au CERN et dans le monde entier. Et non seulement ce contact avec la physique des particules a donné accès à ces grands codes, mais deuxièmement, elle a donné accès au centre de calcul de la physique des particules qui a traité des flots de données énormes, les traiter et les stocker. Donc on ne peut pas faire de l'hadrothérapie sans faire des simulations très sophistiquées, et on ne peut pas le faire ça si on n'a pas des moyens techniques tels que les physiciens des particules ont pu les développer au cours des années. Le troisième point qui est très important dans notre domaine, ça va être l'utilisation banalisée un peu de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle permet maintenant aux chercheurs de pouvoir trier dans des données d'une extrême complexité où tous les phénomènes sont mélangés, va permettre donc de faire des acquisitions de données avec des taux de particules très, très élevés qui vont permettre de savoir ce qui se passe vraiment au niveau de la tumeur. Et ensuite, pour les médecins, je pense qu'il va arriver une phase maintenant d'un traitement des cancers par radiothérapie qui va être complètement adapté à la tumeur du patient. Chaque patient va avoir un traitement et pour passer de la tumeur du patient au traitement adapté, le passage par l'intelligence artificielle est pratiquement indispensable vu la très grande complexité du nombre de cancers et des techniques pour le traiter. Alors, à plus long terme, ça va peut-être pas arriver dans les 30 ans, on peut espérer que actuellement les technologies les plus avancées du traitement du cancer, elles sont quand même toutes fondées sur la destruction de la cellule cancéreuse. Et on peut penser que dans quelque temps, avec tous ces moyens, en particulier de l'intelligence artificielle, on pourra remplacer cette thérapie qu'on peut dire tueuse de cellules par une thérapie qui sera la rééducation de la cellule cancéreuse. Mais ça, est-ce que c'est dans les 30 ans à venir ou les 50 ? C'est difficile de le dire. J'étais, je vais dire, administrativement rattaché à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, mais je passais mon temps à courir à travers le monde pour faire des expériences. Il y a 30 ans, c'était beaucoup à Ganil. J'avais fait des expériences à Chicago au cours de mon postdoc. Et puis, comme je l'ai dit au début de mon exposé, beaucoup au CERN. Mais professeur à Lyon 1 tout le temps.